Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer l'Opel Astra 100% électrique, la compacte allemande cousine de la Peugeot i308. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La nouvelle Opel Astra est disponible avec tous les types de motorisation. Essence, diesel, hybride rechargeable et maintenant 100% électrique. Cette berline 5 portes mesure 4,37 m de long pour 1,86 m de large et 1,49 m de haut. Elle est donc nettement plus longue que sa principale rivale chez Renault, la Renault Mégane E-Tech, qui mesure 4,20 m. Le modèle que nous avons à l'essai aujourd'hui est une finition haut de gamme GS avec un bouclier avant sport, des jantes de 18 pouces ainsi qu'une peinture Biton. On notera également la présence d'optiques entièrement à LED à l'avant comme à l'arrière. Et on peut ajouter un toit ouvrant électrique en option. Cette Opel Astra partage sa mécanique et ses batteries avec la Peugeot i308. On retrouve donc le tout nouveau moteur synchrone à aimant permanent qui anime les roues avant. Il s'agit donc d'une traction. Ce moteur développe 156 chevaux pour 270 Nm de couple. Il est associé à une batterie de type nickel-manganèse-cobalt, batterie qui va offrir 54 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 51 kWh de capacité nette utile. Regardons le coffre de cette Astra électrique qui s'ouvre comme ceci. Et une fois le haillon ouvert, eh bien, l'accès est quand même assez large, donc c'est plutôt pas mal, facile à charger avec un seuil pas trop haut. En revanche, le volume est assez limité puisqu'on est à 352 litres. À titre de comparaison, une Mégane, c'est 440 litres. Et ça va jusqu'à 1268 litres une fois les dossiers de banquette rabattus. Vous noterez qu'on a une trappe à ski et un petit double fond qui est quand même un petit peu juste pour loger ses câbles. Donc c'est un peu limité sur cette version 5 portes, mais bientôt on aura le droit à une version break. À l'arrière de cette Opel Astra électrique, j'ai pas mal d'espace aux jambes. En plus, les sièges avant sont légèrement creusés, ce qui libère davantage d'espace aux genoux. Vous voyez qu'en garde au toit, c'est tout à fait correct. En largeur aussi, c'est juste dommage qu'on ait un tunnel central. Ça va vraiment limiter la troisième place. Troisième place qui dispose d'un accoudoir avec 2 portes-gobelets. C'est assez moelleux. On a 2 petites buses d'aération ici, une prise USB-C avec un petit rangement, des contreportes qui sont pas immenses, il n'y a pas d'antidérapant. Au niveau du confort d'assise, c'est tout à fait correct. On n'a pas les genoux trop hauts, même si la banquette est un petit peu courte en longueur. Maintenant, elle n'est pas trop droite, c'est confortable. Et puis les accoudoirs sont légèrement rembourrés. Donc ici, c'est rigide, certes, mais vous voyez que les vitres surteintées sont quand même assez larges et descendent jusqu'en bas. On peut mettre son coude. Allons à l'avant. À l'avant, on trouve une sellerie de type AGR, sellerie ergonomique, avec de nombreux réglages. Donc on a des réglages électriques pour la hauteur, ainsi que pour l'inclinaison des dossiers. Maintenant, pour avancer ou reculer son siège, c'est manuel. Même chose pour la longueur d'assise, qui est réglable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté passager, tout est manuel, mais on peut régler le siège en hauteur. Une fois installé, vous voyez qu'on a une instrumentation avec 2 écrans de 10 pouces. Donc au milieu, c'est un écran tactile avec un GPS intégré. Vous voyez qu'on a des touches de raccourci, ça c'est toujours agréable, notamment pour la clim. Ici, pour retour au menu central. On bénéficie d'Apple CarPlay Android Auto sans fil, ça c'est bien aussi. Là, vous pouvez voir le réglage du volant chauffant, des sièges chauffants. Le volant 3 branches est bien dessiné, agréable à prendre en main, en cuir, avec ici tout ce qui est réglage des systèmes multimédia. Là, la commande vocale. Et là, tout ce qui est aide à la conduite, sachant que le régulateur de vitesse actif est de série. L'instrumentation numérique est très lisible avec un ordinateur de bord très complet. Donc on peut afficher le GPS, ici la distance avec les autres véhicules pour le régulateur, ou là sa musique. Cette instrumentation est complétée par un système d'affichage tête haute. Vous voyez, ça se reflète dans le pare-brise comme ça. Ici vous avez un raccourci pour accéder aux commandes principales du véhicule, donc l'aide au maintien de voie, détection d'obstacles. Ça permet de les déconnecter assez facilement. Et vous voyez la caméra panoramique. Voilà, avec vue à 360 degrés, donc ça c'est bien. Concernant la finition, eh bien c'est plutôt soigné avec des joints épais tout autour des portières, même au niveau du pavillon qui est légèrement moussé. Le haut des contreportes est très légèrement rembourré, les accoudoirs aussi, donc ça c'est bien.
Là, on a une sorte de simili Alcantara, plutôt bien réussi. Le dessus de la planche de bord est bien rembourré. En revanche, les parties basses restent rigides. Mais globalement, la qualité de fabrication est vraiment intéressante. Ici, vous avez le bouton Start et Stop, parce qu'il faut absolument allumer et éteindre le véhicule, ce qui est pour moi un défaut aujourd'hui sur un véhicule électrique. Côté rangement, on est gâté avec, vous voyez ici, une petite trappe avec de la feutrine. Là, un chargeur à induction, des prises USB, des porte-gobelets. Là, encore un petit rangement avec antidérapant et un accoudoir central qui est pas très profond, mais qui a le mérite d'exister. Quant à la boîte à gants, elle est plutôt spacieuse et vous voyez, recouvert de feutrine également, preuve que la finition est soignée. Et on commence par démarrer en ville, donc mode drive. Et c'est parti, ça démarre en silence, en douceur, sans vibration. C'est le principe de l'électrique. C'est très agréable. La direction est douce. Alors j'ai plusieurs modes de conduite. Sport, normal ou éco. Alors en éco, ça va brider la puissance. On peut modifier son freinage régénératif avec le mode break ici, en appuyant là. Alors vous voyez, là je lâche. Mais ça ne va pas aller jusqu'à l'arrêt. Elle va continuer à ramper. Vous voyez, à 5 km/h à peu près, en mode B. On n'a pas un vrai mode e-pédale. L'autre point fort par rapport à une Tesla Model 3, c'est qu'on est sur une voiture donc plus compacte, donc moins encombrante, et surtout qui va mieux braquer. On va être à 10,5 mètres de diamètre de braquage. C'est à peu près équivalent à la Mégane E-Tech, qui est donnée pour 10,4 mètres. Et la rétrovision est bonne. On a l'avantage d'avoir un essuie-glace arrière. Ça, c'est bien aussi. On n'a pas ça sur la berline 4 portes Tesla. Et il pleut à torrent, donc là ça s'est calmé, mais la chaussée est bien détrempée. Vous voyez, je vais accélérer, roue braquée. Voilà, j'ai tout de suite activé l'anti-patinage. Là j'ai un passage à niveau. Il est pavé. Bon bah franchement, ça reste très confortable, c'est plutôt bien amorti, malgré la présence de jantes de 18 pouces. Oh, c'est pas mal en confort à faible allure, en ville comme ça. On a connu des Opel beaucoup plus raides. En revanche, la sellerie me paraît quand même un petit peu ferme, notamment au niveau des dossiers, même de l'assise. Alors la fermeté, ça peut être bon sur le long cours. Ça évite d'être trop tassé. Mais bon, voilà, le constructeur insiste sur le confort de sa sellerie AGR. Je trouve pas que ce soit bien meilleur que ce qu'on trouve ailleurs, dans une Mégane ou encore dans une Tesla Model 3. Donc là, vous voyez, je suis dans un bouchon, dans un village en Allemagne. J'ai mis le régulateur de vitesse actif qui fonctionne dans les bouchons. Vous voyez, j'ai l'affichage tête haute qui permet à la fois d'avoir les panneaux, la distance, la vitesse et même Apple CarPlay à droite. Et ça permet de rester bien concentré sur la route, ne pas toujours tourner la tête pour regarder l'écran central, comme dans une Tesla. Allez, maintenant on va aller se trouver une petite route en faisant attention parce qu'encore une fois, c'est une patinoire au sol. On emprunte une petite route en mode sport. Allez, là, il n'y a personne, j'accélère. Ça va, malgré le sol détrempé, ça passe. Faut pas avoir les roues trop braquées, mais en ligne droite, ça passe, même quand c'est glissant. Ça marche plutôt pas mal. Ils annoncent un 0 à 100 en 9 secondes 2. Alors, c'est moins bien qu'une Mégane E-Tech en 60 kWh de 220 chevaux. C'est un peu mieux que la Mégane en 130 chevaux, ce qui est logique, on en a 156. Mais c'est beaucoup moins bien qu'une Tesla Model 3 qui va avoir l'équivalent de presque 300 chevaux à l'arrière en propulsion. Quand on augmente un petit peu le rythme, la voiture semble pas prendre trop de roulis, bien qu'elle soit plutôt confortable. Donc ça veut dire qu'on a un bon amortissement d'origine. C'est-à-dire que ça s'écrase pas en virage, ça plonge pas au freinage. Et en même temps, ça filtre bien les chocs. C'est pas mal. Voilà, il y a une voiture devant, je vais prendre les freins. Ça freine pas mal aussi. Encore une fois, on est sur du mouillé, mais j'ai des bons pneus. Concernant le poids, ils annoncent 1679 kg avec conducteur. Donc ça nous ferait environ 1600 kg sans conducteur. Donc c'est un peu plus léger que la Mégane E-Tech. Maintenant, ça reste quand même lourd, comme toutes les voitures électriques. Mais l'essentiel du poids est dans le plancher. Et c'est pour ça qu'on a un bon comportement routier, que la voiture ne s'écrase pas sur ses appuis. Là, la route, elle est ondulée. Je vais accélérer un peu. Et la voiture ne rebondit pas. Donc encore une fois, je trouve que l'amortissement est vraiment soigné. Là, il y a une belle compression. Et j'ai pas trop rebondi, j'ai pas été chahuté. Je sens rien dans le bassin. On va dire qu'à rythme élevé, elle va quand même avoir une tendance à sous-virer, à élargir la trajectoire de l'avant.
Si vraiment on va forcer, on va dire, sur du mouillé. Le train arrière est pas trop joueur, la voiture est bien rivée au sol. Mais la direction offre pas un retour d'information ultra précis. Il y a un petit peu d'inertie entre le moment où les roues glissent et où on le sent dans la direction. Elle est agréable cette direction, mais pas aussi directe et incisive que celle d'une Mégane, ni même que celle d'une Tesla Model 3. Allez, petit bout d'autobahn. Et en plus, on a le soleil, magnifique. Avec une petite Harley à nos côtés, on s'insère sans problème. Encore une fois, hein, les accélérations, on est en dessous des 10 secondes sur le 0 à 100, donc c'est quand même pas mal. Ça permet de s'insérer. Et comme sur tous les véhicules électriques, eh bien, on a d'excellentes reprises. La vitesse de pointe est donnée pour 170 km/h. Donc là, c'est un poil mieux que la Mégane, qui est bridée à 160, mais beaucoup moins bien que la Tesla, qui peut prendre 225 km/h. Et alors là, vous voyez, là, il y a des raccords sur la route. Et je trouve que c'est plutôt pas trop mal filtré. On a un petit peu de bruit de roulement, mais c'est pas catastrophique. C'est bien en insonorisation. Là, je suis à 122. Ça y est, c'est illimité. Je vais même pouvoir accélérer à fond. Donc là, à 144, le niveau sonore est vraiment très bon. Je suis même à 150 km/h. On a plus de bruit dans une Tesla, c'est certain, que dans cette Astra. Donc elle est mieux insonorisée. Allez, la zone de travaux, c'est 80 km/h. Et vous voyez, elle m'a proposé de me mettre à 80 km/h. J'appuie sur OK et elle se cale à la limitation de vitesse parce qu'on a la lecture des panneaux. Donc vraiment bien ce système d'aide à la conduite. Le régulateur de vitesse marche bien. On n'a pas de freinage intempestif. Ça se déconnecte pas pour un oui, pour un non comme sur une Tesla. Donc là, vous voyez, j'ai des changements de revêtement et je les entends pas trop. Donc encore une fois, ça prouve que l'insonorisation est vraiment soignée sur cette voiture. Et j'aime beaucoup l'ergonomie des commandes. Ça, c'est vraiment un point fort de cette voiture. Concernant l'autonomie, le constructeur annonce 418 km selon les normes WLTP. Donc là, l'ordinateur de bord, j'ai fait du 17,8 kWh au 100, ce qui m'autorise un peu moins de 300 km d'autonomie réelle, sachant que j'ai pas roulé comme un dingue. C'est une vraie consommation mixte. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de ville, un peu de route, un peu d'autoroute, et là, sur autoroute, je roule pas comme un dingue. Et il faudra donc tabler sur plutôt 250 à 350 km d'autonomie, selon les conditions de conduite. Et nous voici à la Gigafactory de Berlin où il pleut à torrent, mais on va faire la conclusion quand même. Donc vous voyez, on a des superchargeurs qui ne sont pas encore ouverts à la concurrence, donc je ne peux pas y brancher mon Astra. En plus, les fils sont un peu courts et vous voyez, la trappe n'est pas du même côté que celle des Tesla, donc c'est pas très pratique pour aller se recharger sur les superchargeurs. Maintenant, notre Astra peut prendre jusqu'à 100 kW de puissance de charge sur des bornes en courant continu comme celle-ci et 11 kW sur des petites bornes comme celle-ci en courant alternatif, puisqu'on a un chargeur embarqué de 11 kW. Ouh là là, je vais me mettre à l'abri pour vous parler des tarifs parce que là, wouhou, ça sauce comme on dit. Donc en matière de tarifs, eh bien c'est la douche froide, voilà, c'est le moment de le dire. Plus de 45 000 € pour cette Astra électrique. Ça veut dire qu'on va être dans des niveaux de prix de la Mégane E-Tech qui va offrir 220 chevaux et qui est déjà beaucoup trop cher. Et on va être plus cher que la référence actuelle du marché, la Tesla Model 3, qui va offrir quasiment le double de puissance. Donc voilà, cette Astra est une bonne voiture. En plus, elle est compacte, mais son tarif, franchement, est totalement délirant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao, abonnez-vous.